Le focus à suivre, donc consacré à la performance et à la qualité des installations de pompes à chaleur. Et pour ça, j'invite à me rejoindre sur l'estrade Roland Bouquet, pardon, excusez-moi, je me mets mes lunettes. Roland Bouquet, président du CINASAV, donc, dont il a été fait allègrement la promotion ce matin. Donc on est... Oui, vous pouvez effectivement les applaudir quand ils arrivent. Donc le syndicat national de la maintenance et des services en efficacité énergétique, Céline Laruelle, ingénieure au service bâtiment de l'ADEME, et enfin pour... Je vous en prie, venez me rejoindre, asseyez-vous, asseyez-vous. Non, vous pourrez me mettre aussi, c'est peut-être mieux. Et Christelle Mollet, qui est vice-présidente de l'AFPAC, qui doit nous rejoindre également. Christelle Mollet qui est là, tout à fait. Monsieur Mollet, je vous en prie. Vous pouvez nous rejoindre donc sur l'estrade. Donc, comme je le disais, c'est un focus. Donc, ce sera des présentations qui vont se succéder, effectivement, pour donner de l'information, à commencer donc par vous. Céline Laruelle, je le disais, donc vous êtes ingénieur service bâtiment à l'ADEME. Il y a quelque chose qui est apparu ce matin, et donc lors de cette présentation introductive de l'après-midi, il y a quelque chose avec lequel les acteurs de la pompe à chaleur n'entendent pas transiger, c'est la qualité, c'est la longévité de leurs équipements. Encore faut-il pour ça pouvoir objectiver la situation actuelle, y voir plus clair pour pouvoir se fixer des objectifs. Et je crois que c'est justement là-dessus que vous avez travaillé. Et si vous en êtes d'accord, je crois que comme vous avez une présentation, c'est moi qui vais la diffuser. Voilà. Oui, donc moi je vais vous parler des actions de l'ADEME sur l'étude de la performance des PAC. Donc on va beaucoup parler de performance et donc de COP. Mais voilà, c'est une grosse partie effectivement de la qualité. Alors on a plusieurs actions en cours. Donc d'abord des campagnes de mesure. Donc on a une campagne de mesure sur les PAC RO en tertiaire et en logement collectif, avec donc une vingtaine de sites qui sont en train d'être instrumentés et qui sont suivis. Alors c'est une campagne de mesure qui est, elle, un petit peu laborieuse, parce qu'on a eu un petit peu de mal à trouver des sites, n'est-ce pas? Mais on attend avec impatience les résultats. Donc là, pour l'instant, je ne peux rien vous dire. Mais on pense pouvoir publier quelque chose d'ici été, automne 2024. Et puis ensuite, donc, plus sur la maison individuelle, donc en collaboration avec la DGEC, on mène une campagne de mesure sur 100 PAC en maison individuelle. Avec, donc là, on a les 100 PAC qui sont instrumentés à ce jour. Les données remontent bien. Et donc, on va pouvoir étudier toute cette saison de chauffe là, qui va bientôt se terminer, et toute la saison de chauffe 2024-2025, avec donc là vraiment une campagne de mesure de grande ampleur et énormément des pompes à chaleur qui vont être suivies vraiment très finement sur les performances, mais aussi plein d'autres aspects, la qualité de l'installation, la qualité du dimensionnement. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont abordées. Voilà, mais bon, donc ces campagnes de mesure, c'est toujours un petit peu long. Donc, on a voulu, devant un petit peu l'urgence, et puis voilà, avoir d'autres sources de données. On a mené donc avec EDF R&D des tests en laboratoire semi-virtuel. Donc là, le principe, c'est qu'en fait, on prend des vrais PAC qui sont dans des chambres climatiques et on simule le besoin. Donc, alors, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que ça va beaucoup plus vite qu'une campagne de mesure. En une dizaine de jours, on a des résultats sur les performances. Par contre, bon, ce n'est pas tout à fait de la situation réelle parce que le dimensionnement est bon, le réseau n'est pas emboué, etc. Mais on a pu donc tester 2 pompes à chaleur, une moyenne température et une haute température dans ces conditions. Et puis là, d'ici quelques semaines, on va lancer donc un autre type de test, toujours en semi-virtuel avec EDF R&D, pour répondre à une question qui nous est chère à l'ADEME sur est-ce que la PAC en premier geste est une bonne idée? Et donc, on va faire un test sur un logement non isolé avec un dimensionnement correct, puis une isolation après le dimensionnement pour voir un petit peu dans les périodes
les jours doux, avec le nombre de cyclages, est-ce qu'il y a une dégradation de la performance? Voilà, vous pouvez passer la slide suivante. Sûr. Alors, du coup, je vais vous donner quand même quelques premiers résultats, quelques chiffres, puisque voilà, c'est quand même un peu ça qui est attendu. Donc ça, c'est les premiers résultats des tests en laboratoire semi-virtuel qui viennent d'être terminés chez EDF R&D. Donc on a testé 2 packs, donc une moyenne température qui a été soumise à des besoins d'une maison moyennement déperditive, à peu près étiquette D sur le DPE, et une autre haute température avec des déperditions équivalentes à de l'étiquette F. Et donc, on a fait 9 jours de tests, 3 jours à température froide, 3 jours moyens et 3 jours doux. Et on a pu faire une extrapolation sur du coup, le COP annuel de ces pompes à chaleur, donc double service. Et donc, pour la moyenne température, on arrive à un COP annuel moyen de 3,3. Donc voilà, je vous ai mis à côté le scope à 55, enfin donc le scope officiel, on va dire, qui est de 3,6. Donc on voit qu'évidemment on a un écart qui est quasi négligeable, hein, puisque on a une courbe d'eau qui monte quasi pas au-dessus de 55. Hein, donc on a vraiment une très bonne réplicabilité des performances. On a fait évidemment un petit focus sur les jours froids. Donc on avait des journées à moins 8 degrés, où là, le COP moyen, donc chauffage et ECS a été calculé à peu près 1,6. Et on a fait la même chose sur la partie maison en F. Donc là, on arrive à un COP annuel à 2,9. Donc on voit que ça s'éloigne un petit peu plus parce que forcément, la courbe d'eau monte plus à 65 dans les jours froids. Un COP moyen à moins 8 qui se maintient à 1,6. Et puis, on a regardé d'autres critères, qui sont évidemment le respect du confort thermique. Hein. Donc là, on avait entre 19 et 20 dans la maison pendant tout le test. On a regardé la performance en période de cyclage, donc sur ces fameux jours doux. Est-ce que le COP est dégradé ? Donc, a priori, en première approche, pas de dégradation sur les jours avec plus de cyclage. Et puis, des petits détails sur l'appel des appoints électriques qui intervient dans les 2 cas, quasiment à chaque fois après une phase de production de CS, pour essayer de rattraper en fait, l'inconfort, donc la température dans le logement qui a baissé. La pompe à chaleur est obligée de faire appel à des appoints. Donc on a aussi chiffré, puisque forcément, c'est une des contributions à la dégradation du COP. Donc voilà quelques résultats sur les tests. Vous pouvez passer à la suivante. Et du coup, pourquoi tous ces tests et qu'est-ce qu'on va en faire ? Donc on a des objectifs de valorisation de toutes ces études. Donc déjà vis-à-vis de la filière, avec des apprentissages et puis également des recommandations. Donc pour les industriels, sur, par exemple, l'isolation des ballons de CS, les ballons de CS qui sont souvent surdimensionnés par rapport aux besoins et qui plombent les performances. Pour les installateurs aussi, hein, sur des retours d'expérience, sur la régulation sur la loi d'eau, sur le dimensionnement, les règles de l'art, etc. Et puis des objectifs de valorisation vis-à-vis du grand public, avec des communications sur les performances réelles, sur qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre de ces machines. Hein, et donc pour l'instant, les résultats sont plutôt positifs. Et puis des conseils d'utilisation. Alors le fameux débat du réduit, hein, c'est vrai qu'en chaudière, on a toujours préconisé les réduits de nuit pour faire des économies d'énergie, etc. Aujourd'hui, est-ce que les réduits doivent être menés de la même façon avec les packs ? Voilà, donner des conseils aussi d'utilisation au grand public. Et puis essayer de mieux qualifier ce message sur l'isolation et le choix de la PAC, comment lier au mieux les deux.
Donc ça, ce sont des études qui se poursuivent actuellement. Voilà, tout à fait. Et à terme, en fait, enfin à terme, d'ici voilà, fin 2024, 2025, on sera en mesure de donner toutes ces... De pouvoir dire, grosso modo, si je devais résumer, est-ce que l'idée préconçue qui est de dire qu'en hiver, une PAC fonctionne moins bien quand il fait froid que lorsqu'il fait doux, est-ce que c'est vrai ou pas? Finalement, c'est ça qu'il s'agit finalement de régler. Ça, c'est vrai, ça, c'est technique et scientifique. Ça, c'est technique, ça se voit d'ailleurs, effectivement. Mais par contre, voilà, est-ce que les quelques heures de froid plombent le COP moyen? Bon, on a vu que ce n'est pas tout à fait le cas. Hein, donc, voilà. Et donc les PAC sur lesquelles vous avez fait vos tests et vos mesures, donc elles sont diversifiées en fonction de ce qui existe sur le marché, des technologies disponibles, c'est bien ça? Oui, alors c'est des technologies récentes, hein, parce que voilà, c'est pour aussi montrer à quel point les progrès technologiques ont fait que la performance était vraiment au rendez-vous. Donc c'est que de la technologie récente, du RO ou quelques packs géothermiques aussi. Alors j'avais cru comprendre tout à l'heure ce matin, David Marchal parlait de l'avis de l'ADEME qui allait bientôt sortir sur les packs. Est-ce qu'on doit en comprendre que vous parlez du même avis ou est-ce que c'est un autre avis? Non, c'est un autre? Oui, c'est un autre. Ouais. D'accord, oui, parce que je me disais en termes de temporalité, ça me paraissait un peu compliqué. Non, en fait, là, ce qui sort normalement demain, c'est un avis un peu plus global sur la décarbonation du chauffage et la place de la PAC. Et la place de la PAC. Ce sera vraiment dédié uniquement à la PAC. Ok, je comprends mieux. Eh bien, écoutez, merci à vous pour cet éclairage. On aura l'occasion de revenir en fin de session Focus pour des questions tout azimuts sur les 3 présentations. Et donc tout de suite, effectivement, Roland Bouquet, donc du CINASAV pour la performance des PAC, en ce qui concerne cette fois les conditions de leur maintien. Vous voulez nous en occuper? Très bien. Ouais, vous ne pouvez pas vous rater. Écoutez, bonjour à toutes et tous, pour celles et ceux que je n'aurais pas croisés. Voilà, aujourd'hui j'ai choisi de vous faire une petite restitution d'une étude que nous avons menée au CINASAV en collaboration avec le lycée La Martinière de Lyon. Alors pourquoi cette étude? On l'a vu à l'instant avec les premières études de l'ADEME, et je vous en remercie d'ailleurs de prendre ce sujet à l'ADEME à bras-le-corps. Clairement, on a un manque de données sur les PAC. Alors, on n'a pas un manque de données sur les ventes. Merci Stanislas tout à l'heure pour la restitution des chiffres de vente. C'est vrai qu'avec Uniclimat, chaque année, on a le rendez-vous pour avoir finalement la tendance marché. En revanche, on a un manque de données sur les PAC qui sont aujourd'hui installés, qui sont en vie et qui fonctionnent tous les jours. Également, une demande des pouvoirs publics qui insiste sur le fait d'avoir des remontées terrain sur le parc installé. Alors, j'ai volontairement inséré le logo de l'ADEME parce qu'on a un chiffre connu aujourd'hui. Il est connu de tous. C'est le 8 à 12% d'économie lorsqu'on fait entretenir une chaudière annuellement. Bien sûr, c'est une réduction de la facture énergétique du client final. Bien sûr, ce chiffre-là est connu et utilisé depuis de nombreuses années pour promouvoir l'entretien et dire aux particuliers, attention, faites votre entretien, vous allez faire des économies d'énergie. Mais, quid de la PAC? Voilà, quid de la PAC. Donc, nous avons donc décidé de mener cette étude dans un lycée donc, professionnel, un lycée technologique plutôt, donc à la Martinière Montplaisir à Lyon. Le choix, effectivement, du pilote de l'étude, c'est donc Yvonique Le Guenec, qui est professeur agrégé au lycée La Martinière, qui est aussi diplômé en métrologie. Et voilà, alors je l'ai eu tout à l'heure en ligne, il m'a dit qu'il ne pouvait pas être présent aujourd'hui, il aurait aimé participer à cette restitution. Il m'a quand même dit qu'il était occupé parce qu'il s'occupe de faire les sujets du prochain agrég. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y a des candidats à l'agrég cet été. Bon, mais même sous la torture, je ne vous donnerai pas le sujet. Donc, il prépare le sujet. Yvonique est vraiment le professeur référent au niveau énergétique en France, notamment donc, au niveau de l'éducation nationale. Donc, un lycée public de l'éducation nationale, effectivement, lycée public, on n'a rien à gagner, simplement une étude objective et vraiment impartiale. Et puis,
double enjeu, c'est, je dirais, obtenir de la data, mais également à but pédagogique, avec la création de TP, je vous en parlais à l'instant. Le prochain sujet de la grille, on est sur le banc d'essai, les profs vont être sur le banc d'essai, et il y a une partie du sujet sur l'expérimentation. Et bien sûr, on est dans un lycée, donc on en a parlé aussi ce matin, on en a parlé tout à l'heure avec Stanislas sur la nécessité d'attirer des jeunes dans nos métiers, d'attirer des jeunes vers la pompe à chaleur, voilà, au niveau de la filière apprentissage. Alors comment est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a créé un banc d'essai, un banc expérimental, avec, vous voyez à gauche, un échangeur pour évacuer les calories à eau perdue, une chambre froide, alors plutôt chambre chaude, oui, parce qu'il faut toujours maintenir une température, je dirais, constante dans la chambre, de manière à avoir la même température et une simulation de l'environnement extérieur. Donc vous verrez que sur la photo en bas à droite, on a des barres effectivement chauffantes qui permettent vraiment d'avoir une stabilité dans la chambre. Une PAC RO du marché, Inverter, dont je tairai le nom par élégance aujourd'hui. Marché de la rénovation, 12 kg, fonctionnant au R410A. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, donc un échangeur à eau perdue pour évacuer les calories. Vous verrez bien sûr des tas de sondes dans le terrain de jeu du professeur Yvonique, avec des écrans de restitution, bien sûr. Les expérimentations, eh bien, finalement, on a mesuré deux modes. Un premier mode, le mode normal, c'est-à-dire pour vérifier un peu ce que nous disent les fabricants, si c'est bien vrai, quand même. On va voir. Donc le mode normal, et puis des modes dégradés. Alors, des dégradations de plusieurs types. Une dégradation sur l'eau, c'est-à-dire une simulation finalement d'un embouage du condenseur et des émetteurs. Une dégradation sur l'air, avec une simulation d'un évaporateur obturé. Et puis, une dégradation sur le fluide frigorigène avec un manque de fluide. À chaque fois, on a pris, c'est Yvonique qui a pris ces chiffres, dégradation à 1/3, donc 33%, et dégradation à 2/3, soit 66%. Deux températures de départ, des températures que vous connaissez. Température départ 35 degrés qui se pratique sur un circuit basse température plancher chauffant. Température 55 degrés qui reflète une installation radiateur. Des températures extérieures également, donc 4 températures extérieures en simulation. -7, +2, +7 et +12. Donc beaucoup de mesures, beaucoup de calculs aussi, qui vont découler des mesures. Tout ça pour arriver à une puissance au condenseur, une puissance consommée au compteur du client, et donc un coefficient de performance. Alors on l'a modélisé, nous, pour un besoin de 100 kWh par an, enfin par mètre carré par an, pour déboucher finalement sur un scope, en bout de chaîne, sur un scope et une conso en kWh. Alors les résultats, en mode normal, en mode normal, avec toujours donc, ce besoin de 100 kWh par mètre carré par an, pour un départ d'eau à 35 degrés, on a un scope global de 3,08 et une conso donc, de 32 kWh par mètre carré par an, ce qui doit être la division de 100 par 3,08 normalement, si je ne me trompe pas. Et pour un débit d'eau, enfin pas un débit, mais une température départ de 55 degrés, on a un scope global à 2,5 et une conso de 40 kWh par mètre carré et par an. Et oui, je rassure les industriels, on est à un chouïa près à ce qui est annoncé dans vos catalogues, donc au scope annoncé. Allez, les modes dégradés. Effectivement, ce n'est pas la même chose. On a commencé donc par, je vous le disais, la dégradation sur l'eau. Alors,
la dégradation sur l'eau, elle a été pas facile à faire parce que même si vous avez vu un pot rouge d'introduction tout à l'heure sur le banc d'essai, on a essayé de mettre de la boue et puis de mesurer comme ça les problèmes. Mais un embouage, ça se fait de mois en mois, d'année en année. C'est très long, c'est très difficile de reproduire le désembouage. Donc on est parti d'un postulat et d'une étude que l'on avait sortie au CINASAV avec le CIPRODO lors de la campagne de sobriété énergétique en novembre 2022. On avait sorti cette étude où en fait on avait une dégradation pour une pompe à chaleur de 27% de la consommation. Alors il manque quelques lignes, mais on avait donc des radiateurs emboués à hauteur de 35% et 0,1 mm de boue sur le condenseur. Donc ce qui donnait 27% de dégradation. Alors l'encrassement de l'évaporateur. Donc là, on a dégradé sur l'air, comme je vous le disais tout à l'heure, pour reproduire des feuilles de main qui se mettent sur l'évaporateur, de la mousse, par exemple. Voilà, en général, ce sont beaucoup des feuilles qui viennent, ou de la poussière, qui viennent donc boucher l'évaporateur. Eh bien, on est sur un régime d'eau à 35, on est à plus 9% de consommation, et à 55, à plus 7% de consommation. Lorsqu'on a bouché de 1 tiers, lorsqu'on a obturé, d'accord, artificiellement, de 1 tiers le condenseur. Lorsqu'on le bouche à 2 tiers, donc à 66%, là, bien sûr, la dégradation s'accentue, malgré qu'on ait le ventilateur, les mesures ont été faites aussi sur le ventilateur, sur l'intensité au ventilateur, le ventilateur qui essaye de compenser. Mais à un moment donné, à 2 tiers de dégradation, eh bien, vous avez sur de l'eau à 35, 18% de surconsommation, et sur de l'eau à 55, 26%. Quid sur la baisse ou le manque de fluide frigorigène? Eh bien là, surprise, oui et non. Quand on soustrait 1 tiers de fluide à la machine, sur un départ à 35 degrés, on n'a aucune perte. Donc on va dire que là, l'inverter joue tout son rôle, le compresseur joue tout son rôle et permet le rôle d'être un peu 4-4, et donc du coup de ne pas avoir de surconsommation lorsqu'on a un tiers de fluide en moins. Pour une eau à 55, on a un petit décrochage, je dirais, avec une surconsommation de 12%. Là où ça se gâte, c'est quand on a 2 tiers en moins. Et là, effectivement, on a un véritable décrochage. La PAC continue de fonctionner. Bien sûr, l'appoint prend le relais également. Mais donc, vous voyez qu'on a de plus 90% à plus 120% de surconsommation, c'est-à-dire on vient doubler finalement la consommation électrique finale du client. Donc les conclusions de cette étude, voilà, pour résumer, en mode dégradation à 1 tiers, à 33% de dégradation, on a une surconsommation de l'ordre de 7 à 12%. En revanche, je vous le disais à l'instant, lorsqu'on dégrade un peu plus la machine, notamment donc sur l'air et sur le fluide, on se retrouve à un décrochage et une surconsommation de 26 à 120%. Alors attention, bien sûr, les dégradations, elles peuvent être cumulatives, c'est-à-dire il peut y avoir un manque de fluide et un évaporateur partiellement obturé. Donc, à ce moment-là, on imagine bien qu'on vient additionner finalement les pourcentages, même si ça ne se fait pas trop d'additionner les pourcentages, mais en tout cas, on vient cumuler. Non, mais on voit que la tendance n'est pas à la hausse. On dégrade encore, on dégrade encore le rendement. Alors, ce qu'il y a d'embêtant, c'est que l'utilisateur final, le client final, lui, il ne se rend pas toujours compte de ce qui se passe, malgré que son compteur est très souvent linké, il n'est pas forcément alerté immédiatement par son fournisseur d'énergie sur finalement une surconsommation. Ça se fait petit à petit. Et c'est vraiment quand il reçoit sa note ou son réajustement en fin d'année, où là, il se dit mince, finalement, j'ai un souci. Bien sûr, derrière, ce sont des contre-références qui sont vraiment dommageables pour notre belle technologie PAC. Et pour ça,
un entretien annuel est recommandé. Je pense que les fabricants ne diront pas le contraire. Dans toutes vos notices, vous recommandez un entretien annuel, Christelle, pour pouvoir justement déceler rapidement une dérive et les prévenir. Alors aujourd'hui, comme vous le savez toutes et tous, on a un entretien biennal. Donc, quand je dis biennal, c'est un entretien tous les 2 ans qui est obligatoire. Donc c'est le fameux arrêté du 24 juillet 2020 auquel on avait participé, AFPAC, SINASAV et les organisations professionnelles. C'était un début, ça remonte à 2020. On avait travaillé avec la DGEC à l'époque. C'était un bon début parce qu'on n'avait pas non plus les bras, parce que le marché de la PAC était aussi naissant. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. La filière s'est organisée, on l'a vu ce matin. On commence à... nos gaziers première langue commencent maintenant à passer sur une deuxième langue qui est la thermodynamique. Et puis les jeunes aussi arrivent, j'en parlais pendant la pause, vraiment veulent faire de la PAC. C'est quelque chose qui les intéresse parce que voilà, il y a aussi une utilité dans la décarbonation, parce que la PAC c'est un peu magique, hein, la PAC, ce n'est pas une chaudière, on ne crée pas de la chaleur. En fait, ce n'est pas un générateur. La PAC, c'est un peu de magique parce qu'en fait, on vient faire un transfert de chaleur. On prend de la chaleur dans l'air extérieur qu'on ramène à l'intérieur. Mais moi, je suis obligé de vous garder le temps. J'ai bientôt fini. Ne vous inquiétez pas, David. C'est très important, mais il faut quand même qu'on avance. Alors, est-ce suffisant? Est-ce que l'entretien biennal est suffisant? Nous, on pense, en tout cas au SINASAV et à l'AFPAC, qu'on aimerait demain pouvoir engager un travail avec les pouvoirs publics, comme on l'avait fait à l'époque sur l'entretien biannuel, aligner finalement l'entretien des pompes à chaleur sur celui des chaudières bois également, hein, qui sont aujourd'hui réglementées par l'arrêté de 2009. Donc voilà, commencer à travailler sur ce projet, parce que clairement, on ne peut pas se rater. On a annoncé des promesses sur la pompe à chaleur. On a le confort des utilisateurs, comme j'ai mis. On a effectivement aussi la durabilité de l'équipement. C'est très important. Quand on intervient chaque année, on fait durer l'équipement. Voilà, et puis c'est comme tout, on entretient son corps pour être en bonne santé. C'est pareil pour une pompe à chaleur. Et on entretient sa PAC pour la bonne santé de sa maison. Et je finirai, hashtag pas de performance sans maintenance. Très bien, qui est une conclusion qui ne nous étonne pas effectivement venant du SINASAV, mais effectivement vous avez raison, c'est important effectivement de rappeler qu'une PAC performante est une PAC qui est maintenue. Les chiffres le disent aussi. Hein. C'est ce qui est manifeste. Merci à vous pour cet éclairage. Je vous propose pour boucler ce focus donc de passer la parole à Christelle Mollet pour une présentation de l'outil d'évaluation des nuisances acoustiques des PAC, ou en tout cas de la maîtrise des problématiques acoustiques. Et voilà, je crois que vous avez développé un outil pédagogique. Merci beaucoup de nous donner la parole, effectivement. L'AFPAC, depuis très très longtemps, travaille sur le sujet des nuisances acoustiques potentielles liées aux pompes à chaleur. Et donc, on a voulu, au travers de la commission acoustique, qui existe depuis maintenant plus de 10 ans, sortir un outil pédagogique d'évaluation acoustique. Donc ça ne reste qu'un outil d'évaluation, ça n'a pas force d'études acoustiques comme pourrait le faire n'importe quel ingénieur acousticien, évidemment, puisque nous avons le GIAC qui est membre adhérent de l'AFPAC désormais et qui regroupe l'ensemble des ingénieurs acousticiens de France. Donc on n'est pas là pour se substituer au travail de ces ingénieurs, bien au contraire, mais pour apporter un premier jet, je dirais, d'évaluation acoustique et donc informer l'installateur et le client final sur le fait de savoir si l'installation de cette pompe à chaleur à tel endroit, en application en maison individuelle, va éventuellement générer une nuisance auprès des voisins ou pas. Voilà, donc on peut passer sur le deuxième slide. Non, il n'y en a qu'un seul. Je n'ai qu'un slide. Je pensais qu'il y avait une mini démonstration. Non, mais du coup, nous sommes tous oui. Pas grave. Donc en fait, cet outil acoustique, il est officiellement lancé aujourd'hui, journée de la pompe à chaleur. Il a été présenté déjà à l'ensemble des adhérents de l'AFPAC au travers d'un webinaire. Il a été évidemment mis en place avec l'aide des ingénieurs acousticiens de France, donc c'est un outil qui a quand même une certaine valeur ajoutée. Et puis il se veut avant tout pédagogique, il sera évidemment disponible
au travers du site afpac.org. On pourra retrouver son lien très, très facilement. Il se veut aussi facile à utiliser, c'est-à-dire que non seulement on peut l'utiliser sur n'importe quel ordinateur, mais aussi sur n'importe quelle tablette ou smartphone, puisque même si ce n'est pas une application, on peut finalement le récupérer avec une icône qui vous permet, sur n'importe quel smartphone par exemple, de l'utiliser comme si c'était une application. Mais elle ne nécessitera pas forcément de mise à jour régulière sous Android ou sous iOS. Donc un outil très facile à utiliser. L'idée, c'est de pouvoir faire des simulations d'implantation d'une pompe à chaleur sur laquelle on aura renseigné soit sa valeur de puissance acoustique, soit sa référence, puisque cet outil il est lié directement à la base de données de l'ensemble des industriels au travers du syndicat Uniclimat, dont Stanislas est le digne président. Et donc tous les industriels contribuent à l'alimentation de cette base de données acoustique. Et quand vous choisissez une référence d'un industriel, quel qu'il soit, eh bien, automatiquement, ces valeurs de puissance acoustique sont renseignées sur cet outil et donc vous pouvez démarrer la simulation. Ensuite, vous installez la pompe à chaleur près d'un mur de la maison, à 5 mètres, à 10 mètres, à 15 mètres du voisin, et automatiquement, l'outil va pouvoir vous calculer une éventuelle nuisance sonore vis-à-vis de la réglementation ou pas de nuisance. Et donc, dans ce cas-là, tous les feux seront au vert. Il y a donc 3 niveaux. Un niveau vert où tout est bon. Un niveau, je dirais, orange où, attention, on doit s'attacher à certains critères techniques. Ou un niveau rouge qui vous dit non, là, on est certain de générer des nuisances au voisinage. Donc, il faut, dans ce cas-là, soit changer de sélection de la pompe à chaleur, soit modifier son implantation, peut-être l'éloigner par rapport à la limite de propriété, ou l'éloigner par rapport à un mur qui ferait éventuellement réverbération et qui amplifierait le niveau sonore de la dite pompe à chaleur. Voilà. Donc, on en a un petit peu parlé ce matin, on parlait de nuisances visuelles ou sonores des pompes à chaleur. Sachez que cet outil, qui sera libre, mais uniquement utilisable par l'ensemble des professionnels. Donc il n'est pas là pour être utilisé par n'importe quel particulier, mais surtout par des professionnels qui, évidemment, connaissent leur métier, puisque pour s'inscrire en tant qu'utilisateur de cet outil, il faut avoir une raison sociale et un numéro SIRET. Voilà. C'est les 2 obligations nécessaires pour pouvoir s'enregistrer et ensuite l'utiliser. L'essentiel étant pour nous d'aider les installateurs à mieux implanter leur pompe à chaleur et donc éviter tout problème. On se veut avant tout être un outil préventif, d'accord, pour éviter les problèmes, parce qu'on sait qu'on perd beaucoup moins d'énergie à faire une petite simulation qui va prendre quelques minutes, plutôt qu'à traiter un problème qui est arrivé. Et donc il faudra faire du curatif, peut-être négocier avec, d'un point de vue juridique avec le voisin, avec l'utilisateur final. Et donc ça prendra beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc nous, on veut traiter de manière préventive ce genre de problème potentiel. Voilà. Donc je vous engage à aller sur le site de l'AFPAC à l'issue de la journée et puis à pouvoir vous enregistrer et à utiliser cet outil pédagogique, encore une fois, d'évaluation acoustique des pompes à chaleur. Et pour... Absolument, et qui est, vous avez raison de le rappeler, Madame Laruelle, effectivement financé à 50% par l'ADEME. Donc on remercie l'ADEME effectivement pour ce financement. C'est important de remercier les pouvoirs publics. Merci beaucoup. Et qui donc est un outil mais oui, mais vous avez on remercie quand même l'ADEME. Indirectement, vous contribuez également. On a différents outils acoustiques. Effectivement, celui-ci est plus orienté vers les maisons individuelles. Il y en aura un nouveau vers le logement collectif, à laquelle l'ADEME participe. Mais quoi qu'il en soit, l'ADEME contribue aussi indirectement aux travaux de l'AFPAC. Donc on les remercie. Et cet outil, évidemment, est d'utilisation absolument libre et gratuite. Je suis obligé de vous interrompre. Je vous rends la parole. On a vraiment complètement dérapé sur cette première session. Alors c'était très intéressant et merci à vous 3 pour ces éclairages, effectivement, qui visent vraiment à avoir des packs de qualité. On vous en remercie. C'est un prérequis qui est vraiment important. Je suis désolé, on n'a pas le temps de faire passer le micro dans la salle. On a eu les informations quant à la disponibilité des informations. Oui, je suis à Monsieur Bouquet qui m'en a avec beaucoup de déception. Mais voilà, j'imagine qu'on retrouve les informations sur le site du CINASAV.
et on retrouvera bientôt les informations de qualité sur l'avis de l'ADEME, donc comme on en mentionnait. Merci à vous trois de nous avoir présenté vos travaux, qui étaient vraiment passionnants. Je pense qu'on peut les applaudir.